Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons avec plaisir Maryse Graner qui est chargée de mission pour le 600e anniversaire de l'université. Je rappelle qu'il y a un très gros tome qui est paru en 2023 dans la collection Trésors du Savoir, 600 ans de l'histoire de l'université de Franche-Comté, 1423-2023, un ouvrage publié par les presses universitaires de Franche-Comté. Maryse Graner, bonjour. On a évoqué la dernière fois donc la fameuse loi de septembre 1968, dite loi Edgar Faure étant le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Maurice Coff d'Ourmurville, il me semble, le général de Gaulle étant président de la République. Et cette loi qui a en quelque sorte, je dirais, acté les universités que l'on voit aujourd'hui. Oui, bonjour Jean-Paul. Effectivement, nous étions arrivés sur ce point névralgique du 12 novembre 1968 qui crée les universités en remplacement des différentes facultés. Avec les fameux doyens. Voilà. Et donc, du coup, le premier président élu est Jean Thiébaut. Monsieur Thiébaut, on se rappelle de lui. Voilà, et c'est un géologue, voilà. Et ensuite, l'université donc fait face à une montée des effectifs étudiants, c'est ce que nous avions évoqué à la dernière émission, puisque nous arrivons en 1989 avec 17 044 étudiants, pardon. Oui. Et donc en fait, pour faire face à cette population qui augmente, l'université est à l'étroit. Donc un premier campus, le campus initial du centre-ville se poursuit à la Boulois. Et d'ailleurs, tout le monde dit qu'après 68, on a construit les campus en dehors des villes pour que les étudiants se fatiguent déjà pour venir manifester. C'est ce qu'on disait, oui. Et ensuite, l'idée était d'ouvrir au territoire. Bien sûr. En quelque sorte, décentraliser cette université, Maryse Graner. Alors, c'était en fait ouvrir... Ou l'expansion. Voilà, ouvrir, c'est l'expansion dans la région pour être au plus proche des familles qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à Besançon. Alors, il y a des grandes dates, justement, dans notre région de Franche-Comté. Alors, les premières grandes dates, donc en fait, c'est en 1967 que s'ouvre donc l'IUT de Besançon, et l'année suivante, en 1968, se crée l'IUT de Belfort. Donc, on a une première antenne dans le Nord Franche-Comté. Ensuite... donc nous avons en 1988 une ouverture d'une antenne à Vesoul à la demande du Conseil général de la Haute-Saône qui souhaiterait avoir son IUT et qui commence à ouvrir ses premiers départements. En 1992, il y a l'ouverture du campus de Montbéliard qui regroupe à la fois une partie de l'IUT de Belfort qui devient l'IUT de... Non, oui, l'IUT de Belfort-Montbéliard, voilà, à ne pas confondre avec l'IUTBM, voilà, c'est ça. L'UTBM, pardon, qui est une autre université de Belfort. C'est pas la même chose. Et donc en 1992 s'ouvre à Montbéliard un campus créé de toutes pièces. Il n'y avait rien auparavant. Non, aux portes du Jura. Et donc, il y a une antenne de l'IUT de Belfort qui devient donc l'IUT de Belfort-Montbéliard, qu'on appelle BM, effectivement, et la création d'une nouvelle UFR, l'UFR STGI, Sciences techniques et gestion de l'industrie, qui est en fait une mini-université qui regroupe à la fois des disciplines littéraires, scientifiques, biologiques, pour justement toute cette population très ouvrière du Nord-Franche-Comté qui n'aurait pas les moyens de venir étudier à Besançon. Voilà. Et donc l'expansion suivante, c'est en 2001 à Lons-le-Saunier. Vous voyez, on commence à aller dans le Jura, là. Voilà. Et puis, en fait, on boucle la boucle en 2023 à Dole, où une nouvelle antenne de l'IUT de Besançon Vesoul va ouvrir, et donc en 2023, 600 ans après 1423, la ville de Dole retrouve son université, retrouve un enseignement universitaire. Une partie de son université. Oui. Alors, cependant, il faut dire aussi que
l'université ouverte est très implantée aussi dans toute la région et propose son savoir, et ça, c'est important de signaler, de la région. Maryse Graner, je me permets de vous couper. C'est important de parler de l'université ouverte parce que il y a beaucoup de personnes qui participent, comme vous le disiez, dans l'ensemble de la Franche-Comté. D'ailleurs, il y a un programme très riche qui sort chaque année. Et donc c'était créé en 1976 par Pierre Lévesque. Exactement. Et donc c'est pareil, il y a de nombreux sites qui ouvrent dans la région petit à petit. Donc cette expansion territoriale, en fait, elle va permettre justement aux enseignants dans un premier temps de se déplacer et après d'avoir de réels enseignements universitaires avec des universitaires et des unités de recherche sur place dans les différents sites. Ça, c'est intéressant pour les étudiants qui n'ont pas à venir jusqu'à Besançon. Voilà, exactement. Oui. Alors, il faut évoquer aussi, on va parler bien sûr de son aura internationale à cette université de Franche-Comté. Il faut noter quand même, parce que c'est quelque chose qui marque la ville, c'est le Centre de linguistique appliquée, le CLA, créé en 1958, Maryse Graner. Voilà, donc c'est Bernard Quemada, c'était un chercheur tout à fait innovant, qui, en fait, la faculté des lettres accueillait depuis des années, depuis les années 30, des étudiants internationaux qui venaient apprendre le français. On appelle ça le français langue étrangère, le FLE, qui venait apprendre les méthodes d'enseignement du français ou le français à la faculté des lettres, et Bernard Quemada réussit à créer vraiment le CLA, un centre réellement dédié à ces étudiants et qui est connu dans le monde entier. Il y a des étudiants qui viennent de tous les continents, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, absolument partout. Alors il y a à la fois des étudiants et il y a aussi des professeurs et des formateurs. Des professeurs de français. Voilà, qui viennent se former, mais le CLA dispense en fait 11 langues étrangères, dont le français langue étrangère, mais également enseigne différentes langues, soit en cours du soir ou en stage, et a travaillé beaucoup aussi avec l'industrie ou avec les... Est-ce qu'il a, Maryse Graner, le même succès qu'il y avait au début de sa création, ou même plus, au fur et à mesure de ces années? Est-ce qu'il y a autant d'étudiants qui viennent ou de professeurs qui viennent du monde entier? Alors, Quel est votre sentiment? Alors, le CLA donc connaît des concurrents, bien sûr, dans le monde entier. Il y a des concurrents. Il a su se réinventer puisque en fait le CLA est en fait un centre d'innovation permanent. Et c'est là où on a notamment mis en place un enseignement qui s'appuyait aussi sur l'oralité. Et c'était vraiment des méthodes très très innovantes qui ont toujours cours dans le monde. Et le CLA a su se réinventer au moment de la crise du Covid, en 2020, qui a empêché tous ces étudiants internationaux de venir à Besançon. À cause des confinements. Et où là, on a su inventer aussi un enseignement en ligne et à distance, qui a été un des pionniers aussi. Donc ça a joué un rôle au moment du Covid. Ça a joué un rôle très important pour maintenir justement cette notoriété et ce centre comme un centre phare dans le monde. Mais les relations internationales, parallèlement, dans ces années 1970-1980, se sont installées durablement et l'université a connu de premiers jumelages, d'abord avec l'Allemagne, avec la Suisse très tôt aussi, et dans le monde entier, et actuellement fait partie d'un consortium qui est une alliance européenne qui s'appelle STARS-EU, et qui inscrit l'université notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Donc on fait partie d'un consortium européen, qui permet de mettre en valeur notre excellence et notre savoir-faire, notamment en matière de recherche et de formation. Quelles sont les relations universités avec Thémis, Maryse Graner, qui est un centre de recherche, on peut le dire aussi. Alors, il y a des entreprises privées. Là, les liens sont très étroits avec Thémis parce que dès la création de Thémis, l'université y a intégré la direction de la valorisation. Donc en fait, c'est un service qui a été créé sous Claude Itana et ensuite très encouragé par Françoise Bévalo. Ancienne présidente de l'université. Ancienne présidente, et qui a été créé par Jean Piranda. Et donc ce service-là aidait les chercheurs de l'université
à transférer leur savoir-faire en direction des entreprises régionales. Et les chercheurs étant dans leur laboratoire souvent assez désarmés par rapport à toutes les normes et les dépôts à l'INPI et les transferts et la protection des contrats. Donc c'est un service qui s'est installé très très rapidement. Et puis ensuite, il y a eu la construction notamment de l'ISIFC, l'école d'ingénieurs qui était sur l'ENSEM, alors faisait partie de l'université et ensuite a pris son autonomie. Donc c'est effectivement jouxtant Thémis, la création de l'Institut supérieur d'ingénieurs en biologie et génie biomédical de l'Université de Franche-Comté. Et également le très grand Institut Femto-ST, qui est un laboratoire qui regroupe différents départements, notamment en sciences pour l'ingénieur, en microtechnique, et qui s'ouvre maintenant à l'hydrogène et à beaucoup de choses. Les nanotechnologies, voilà, exactement. Et donc et qui bénéficie d'un très beau bâtiment. Voilà, construit notamment avec des crédits européens et avec l'aide des collectivités régionales, notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, en fait, les collectivités ont été des partenaires et sont des partenaires, l'utilité de ces partenariats, très très proches de l'université. Il a d'ailleurs fallu que ces partenaires s'en rapprochent parce qu'il y a eu des grandes lois qui sont arrivées. Et notamment des lois qui encourageaient l'autonomie des universités. Donc il y a eu les lois la loi Pécresse, il y a eu la loi Fiorazzo. Et donc en fait, quelles ont été ces grandes lois? Elles ont donné des autonomies financières aux universités. Mais par contre, les universités ont dû, en échange, donc ont été contraintes à des choses qui sont appelées la loi organique relative à la loi de finances, par exemple la LOLF, le 1er janvier 2006. Il y a eu différentes lois qui ont obligé l'université à entrer en concurrence. Et voilà. Et en fait, c'était un peu ce qu'on a appelé la dérive libérale, qui n'a pas du tout plu aux universitaires. Oui. Et en fait, le gouvernement s'est retrouvé face dans les années 2010 à peu près 120 établissements en France. Concurrents entre eux. Voilà, et donc en fait ce qu'ils ont souhaité, c'est que les universités se rapprochent et forment une meilleure lisibilité. Et donc en fait dès 2007, l'université de Franche-Comté s'est rapprochée de l'université de Bourgogne et ensuite ont fondé ce qu'on a appelé un PRES, un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, qui s'est transformé en 2015 à la faveur de la fusion des régions en l'université Bourgogne-Franche-Comté UBFC. On se retrouve dans quelques secondes après cette courte pause musicale. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF. Je rappelle qu'on est avec Maryse Graner, chargée de mission pour le 600e anniversaire de l'Université de Franche-Comté. Cette université qui s'appelle depuis le 1er janvier 2025 l'Université Marie et Louis Lumière. Louis Pasteur, pas Louis Lumière. Marie et Louis Pasteur, évidemment. Donc, même si les frères Lumière sont nés à Besançon, et peut-être qu'ils mériteraient d'avoir le nom d'un institut universitaire, pourquoi pas, dans quelques années. Et nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Exactement. Donc, on repart
de cette évolution, des différentes lois qui ont jalonné notre université depuis la loi fondamentale d'Edgar Faure en novembre 1968. Vous l'avez évoqué, hein, ces relations, ces partenariats avec différentes universités. C'est important de l'évoquer, Maryse Graner. Oui, parce que en fait, vous voyez, ces rapprochements, ils ont été favorisés aussi, comme on le disait en 2015, par la fusion des régions. Et donc, en 2015, l'Université de Franche-Comté devient membre fondateur aux côtés de l'Université de Bourgogne, aux côtés de l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, de l'ENSEM, d'AgroSup Dijon, de Burgundy School of Business BSB à Dijon, puis ensuite de l'école des arts et métiers de Cluny. Donc, oui. ils deviennent fondateurs de cette nouvelle université qui s'appelle Université de Bourgogne-Franche-Comté, UBFC. Mais chacun garde sa autonomie, sa personnalité propre. Comme fusion, Maryse. Non, pas du tout. Hein? C'était également une phase expérimentale pour un avenir peut-être en commun. Donc, cette université rencontre quelques beaux succès. Oui. Déjà, elle regroupe 77 000 étudiants. C'est énorme. Ce qui est pas mal. Hein. Voilà. Et elle est répartie sur 11 sites, mais notre région est énorme. Elle va de Nevers à Belfort. Voilà, il y a jusqu'au Creusot. Enfin, voilà. C'est très, très grand. C'est immense. Le département de la Saône-Noire est très vaste. Hein. Exactement. Et elle remporte de grands succès, des appels à projets en commun. Ensemble, on est plus fort. Notamment ICIT, qui est vraiment un appel à projet phare, mais malheureusement, ce statut qui reste un statut fédéral et confédéral, avec une personnalité propre, est quand même très difficile à gérer. Oui, c'est sûr, oui. Et finalement, les établissements ne trouvent pas tous leur compte dans cette union qui apparaît souvent comme encore une couche au millefeuille. C'est vrai. Et une complexité de lisibilité dans l'enseignement supérieur. C'est peut-être pas toujours facile pour les étudiants aussi de s'y retrouver. Oui. Voilà, et c'est pas facile notamment parce que déjà les deux régions de Bourgogne et Franche-Comté ont déjà des difficultés à former une seule région, donc voilà. Et ce qui se passe, il y a une nouvelle loi qui est la loi donc du 12 décembre 2018 et qui est en fait une loi qui favorise la création d'EPE, donc d'établissements publics expérimental. Oui. Et donc, c'est vers cette solution que va s'orienter l'Université de Franche-Comté, qui va être l'Université de Franche-Comté, donc, va avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, créer ce nouvel établissement qui prend un nouveau nom puisque en fait elle rassemble beaucoup de partenaires et l'ensemble de ces partenaires ne peuvent pas s'appeler tous Université de Franche-Comté parce que du coup ce serait une fusion. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pour que ce soit expérimental, et ce n'est pas une fusion. Voilà, il faut trouver une forme de travail en commun et donc cette forme de travail en commun va s'appeler l'Université Marie et Louis Pasteur. Voilà, Louis Pasteur étant un chercheur de renommée internationale. Oui. Marie, son épouse, l'ayant accompagné, et derrière chaque grand savant, on sait qu'il y a aussi quelqu'un qui lui a permis aussi de favoriser sa carrière. Et donc, c'est cette volonté aussi d'ancrer au niveau régional. Donc, en fait, ce nouvel établissement, pour nous, de notre côté, donc, qui est une évolution à la fois du BFC, Université Bourgogne-Franche-Comté, de l'UFC, Université de Franche-Comté. Donc, connaît deux établissements composantes, l'UTBM et l'ENSEM, qui s'appelle maintenant Submicrotech ENSEM, voilà. Et ensemble... Ça, c'est nouveau aussi, c'est très récent, ça. Voilà, ça fait 2 ans. Oui. Et ensemble, s'associe donc s'associe l'ENSAM de Cluny, vous voyez, donc le territoire est quand même... Voilà. S'associe le centre hospitalier de Besançon, parce qu'il y a une recherche importante. C'est un centre hospitalier universitaire, un CHU. Le CROUS Bourgogne-Franche-Comté. L'établissement français du sang, où il y a également énormément de recherches. Nous avons un laboratoire en commun, le laboratoire Wright, qui est INSERM, EFS et UFC. L'Institut des Beaux-Arts, supérieur des Beaux-Arts, l'ISBA. Et l'École supérieure des technologies des affaires, l'ESTA, à Belfort. Oui. De leur côté, l'Université de Bourgogne fonde aussi leur propre PE qui s'appelle
Université de Bourgogne-Europe, voilà. Ça s'appelle comme ça maintenant. Voilà, et on a un établissement, on a en fait un conseil commun pour gérer nos affaires en commun, nos laboratoires en commun. C'est bien. Donc, des rapports très, très, très variés et très étroits, en quelque sorte. Voilà, oui, donc oui. cette expérimentation va durer jusqu'en 2028. Et si ça fonctionne bien. Et si notre évaluation est jugée favorable par le HCERS, positif, le Haut Comité d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, on pourrait passer grand établissement, et à ce moment-là, on serait un grand établissement, voilà. Donc c'est très ambitieux ce projet. C'est très ambitieux, il y a du travail, surtout qu'actuellement les crédits sont extrêmement un peu limité avec, serrés. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc en fait cette deuxième partie, donc de 1968 à 2023-24, ça va être le c'est deuxième l'objet tome. du deuxième tome qui va sortir à la mi-avril. Oui. Donc en fait ces livres, nous avons la chance d'avoir une maison d'édition à l'université qui s'appelle les Presses universitaires de Franche-Comté, les PUFC. Et donc Jean-Paul Barrière, qui est le précédent directeur des PUFC, mais depuis jusque l'année dernière. Donc, il coordonne avec moi l'ensemble de ces auteurs et de cette écriture. Et surtout, ces deux livres, comme nous l'avons remarqué, Jean-Paul, comportent chacun une magnifique iconographie. Une iconographie superbe, c'est vrai. C'est avec des choses extraordinaires, que ce soit le premier tome ou le deuxième. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de mettre le savoir à la portée de tout le monde. Donc, effectivement, ces livres peuvent être achetés dans les librairies ou aux presses universitaires au 47 rue Mégevant directement. Mais l'ensemble de ces notices sont disponibles gratuitement sur Internet, sur le site des 600 ans de l'Université de Franche-Comté. Donc, il suffit de taper 600 ans Université de Franche-Comté. Et donc là, nous avons mis en ligne le tome 1. Nous allons mettre en ligne le tome 2. Quand il sortira au mois de fin avril. Et voilà. Et dans quelques temps, l'ensemble des livres complets seront mis également en ligne, ce qu'on appelle maintenant l'open source, parce que notre volonté, c'est vraiment de diffuser le savoir. Alors, je dois dire, quand j'ai le premier tome devant moi, là, c'est un travail extraordinaire, parce que tous ces contributeurs, ces enseignants, quand même, vous leur avez demandé, je suppose, depuis quelques années, ils ont travaillé d'arrache-pied, en quelque sorte. Et vous, surtout, vous qui coordonnez ça, Maryse. Hein. Alors, en fait, c'était un travail énorme. Énorme. Hein. En très peu de temps. On a eu très, très peu de temps. Et le premier tome était plus simple à faire, parce qu'il y avait déjà des enseignants qui travaillaient sur ces tomes, et qui faisaient des cours, et qui écrivaient des livres sur ces tomes. Voilà. Sur cette histoire. C'est cette histoire, oui. Et par contre, le second tome, 1968-2023, c'est un format totalement inédit dans l'histoire des universités, parce que en fait, on en sort un volume de 950 pages, et en fait, cette histoire, elle a été écrite par personne. C'est-à-dire qu'on a bien des PV de conseil d'administration, on a des articles de presse, on a des archives, qui existent soit aux archives départementales, à la BMB, la bibliothèque municipale de Besançon, les bibliothèques universitaires, les archives de Besançon, de Montbéliard et de Belfort, mais personne n'a écrit sur cette histoire. Et en fait, on a dû s'appuyer également sur des témoignages oraux de personnes qui, à l'époque, comme Patrick Lehmann, par exemple, dans les années 70-80, a créé la direction des relations internationales. Donc, en fait, pour reconstituer cette histoire, nous avons dû nous appuyer sur un ensemble de sources qu'on a dû confronter, et ça prend un temps fou. Et c'est vous qui avez coordonné tout ça, oui. C'est un gros travail. Oui. Et je dirais, ce sont des ouvrages qui sont pérennes, qui vont, je dirais, contribuer aux études des étudiants. Alors, en fait, c'est la mémoire aussi universitaire. En fait, j'ai entendu une phrase, quelqu'un disait embrasser le passé pour mieux accueillir l'avenir. Oui, c'est vrai qu'il faut se souvenir de notre histoire. Oui. Cette histoire, elle est cyclique, on l'a vu, elle revient, elle se transforme. Cette université résiliente, mais elle existe toujours. Et en fait, cette histoire-là, il ne faut pas la perdre. C'est pourquoi le livre comporte toutes les sources. Elles sont citées, et les chercheurs qui voudront continuer à y travailler pourront se rendre dans les lieux aux archives. Ils ont toutes les cotes. Et là, déjà, on a plein de chercheurs, même internationaux, qui nous écrivent en disant « Je cherche tel enseignant, est-ce qu'il n'était pas à Dole à l'époque », etc. Voilà.
Merci infiniment. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous rencontrer à nouveau dans quelques semaines, dans quelques mois, pour parler justement du deuxième volume sur ces 600 ans de l'Université de Franche-Comté que vous avez coordonné et que vous coordonnez encore, puisque l'ouvrage va sortir aux presses universitaires de Franche-Comté, ce qui n'est pas rien. Hein, oui. Voilà. Merci beaucoup, Maryse. Merci infiniment de m'avoir reçu. Je vous en prie. Donc, j'appelle beaucoup. que vous êtes chargée de mission pour justement ce 600e anniversaire de l'Université de Franche-Comté qui s'appelle aujourd'hui l'Université Marie et Louis Pasteur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Paul. Merci.